Voici Paris tel que nous le connaissons aujourd'hui. Avec une superficie de 105 km², la capitale française est en fait une petite ville, comparée à Rome, 12 fois plus étendue, ou encore à Berlin, 9 fois plus vaste. En revanche, la densité de population y est parmi les plus élevées au monde, plus de 21 000 habitants au kilomètre carré. C'est 2 fois plus qu'à New York, 3 fois plus qu'à Hong Kong. Alors, dans un tissu urbain aussi dense, comment remonter le temps pour retrouver les origines de cette ville que les Romains appelaient Lutèce? En fait, l'histoire débute par un récit sans cesse copié et traduit depuis plus de 2000 ans. La guerre des Gaules, des Bello Gallico, a été écrite par Jules César vers 50 avant Jésus-Christ. Regardez cette page. C'est ici qu'apparaît pour la première fois le nom de Lutèce. César précise que la ville est située sur une île de la Seine et que Lutèce est l'oppidum, c'est-à-dire la forteresse des Parisii. Alors qui sont-ils? Les Parisii sont une tribu celte. Ils s'installent vers moins de 150 sur un territoire qui couvre approximativement le quart de l'Île-de-France actuelle. Lutèce, leur capitale, ressemble certainement à toutes les villes du nord de la Gaule. Ses habitants pratiquent l'agriculture, l'élevage, mais leur richesse repose aussi sur le contrôle du commerce fluvial entre la Seine et ses affluents. Lorsque les Romains décident de s'emparer de Lutèce, les Parisii abandonnent la ville et l'incendient. La petite tribu gauloise, prospère, qui frappait monnaie et jouissait d'une grande indépendance, est finalement vaincue et soumise à l'autorité de Rome. Partant du récit de César, les historiens ont longtemps placé cette Lutèce gauloise dans l'île de la Cité, au cœur de ce qui allait devenir Paris. Sauf que les archéologues n'ont jamais trouvé la moindre trace de la ville des Parisii à cet endroit. La localisation de la Lutèce gauloise demeure donc incertaine, mais en revanche celle de la Lutèce romaine ne fait aucun doute. Devenus maîtres de la région, les Romains vont construire une nouvelle ville sur la rive gauche de la Seine. On retrouve ici l'organisation typique d'une ville romaine du IIe siècle. Le centre urbain est quadrillé par un réseau de rues autour d'une voie principale nord-sud qu'on appelle le Cardo Maximus. Cet axe est encore visible aujourd'hui, ce sont les actuelles rues Saint-Martin et Saint-Jacques. En remontant le Cardo, on trouve le Forum. C'est le centre névralgique de la cité, un lieu de rencontre et d'échange où se mêlent activités sociales, politiques, religieuses, commerciales. De l'autre côté du Cardo, les thermes. Ce sont les plus grands jamais construits en Gaule du Nord. Les vestiges sont encore visibles aujourd'hui et forment une partie du musée de Cluny. Près des thermes, on aperçoit le théâtre. Mais c'est en dehors de la ville que se tiennent les plus grands spectacles. Les arènes de Lutèce peuvent accueillir jusqu'à 15 000 spectateurs. À la fin du IIe siècle, Lutèce est reliée à l'ensemble du réseau des grandes voies romaines. La ville couvre 100 hectares et compte environ 10 000 habitants. C'est une cité prospère, en particulier grâce à la puissante corporation des bateliers qui contrôle le commerce fluvial dans toute la région. Mais à partir du milieu du IIIe siècle, le contexte politique évolue. Aux marges de l'Empire, les Romains doivent faire face aux attaques répétées des Alamans et des Francs, et Lutèce se transforme alors en bastion militaire. Difficile à défendre, la rive gauche est peu à peu désertée, et les grands monuments se métamorphosent en carrières de pierre. Les énormes blocs arrachés aux arènes ou au forum sont acheminés jusque dans l'île et servent à l'édification de la première enceinte de la ville. Repliée sur son île, protégée par son rempart, Lutèce a perdu les trois quarts de sa superficie, mais la ville continue malgré tout à vivre, toujours au rythme du fleuve. Ensuite, un autre fait va également contribuer à transformer la cité gallo-romaine. Regardez cette carte. Voici en bleuté les principales régions christianisées au début du IVe siècle. Et en 313, l'empereur Constantin fait de la religion chrétienne la religion de l'Empire. La ville devient alors le siège d'un évêché. C'est à peu près à cette époque que le nom de Lutèce est abandonné au profit de Paris. Puis à partir de la fin du Ve siècle, Clovis, converti au christianisme, unifie les royaumes francs, annexe les derniers territoires gallo-romains
et chasse les Visigoths. Et pour la première fois de son histoire, Paris devient une capitale, celle du royaume des Francs. Mais au fur et à mesure que le territoire des Francs s'agrandit, Paris perd de son influence politique. Charlemagne, devenu empereur, abandonne la ville et fixe sa capitale à Aix-la-Chapelle. Paris est alors délaissé et surtout mal défendu. Résultat, à partir de 845 et à 4 reprises, les Vikings remontent la Seine, incendient les églises, pillent les monastères et saccagent la ville. Paris va mettre du temps à se reconstruire et c'est probablement pour protéger ces faubourgs naissants qu'une enceinte de terre et de bois est édifiée sur la rive droite de la Seine. À partir du XIe siècle, cette partie de la ville se développe car elle offre des débouchés naturels aux grandes voies du commerce terrestre. Le poisson de la mer du Nord et de la Manche arrive par la rue Montmartre, les draps du Nord par la rue Saint-Denis, les céréales par la rue Saint-Honoré. Les marchés existants sont alors transférés rive droite et les halles de Paris sont créées en 1137 au carrefour des voies d'approvisionnement terrestres et fluviales. Les halles sont sans cesse agrandies et elles vont rester à cet emplacement pendant près de 900 ans jusqu'à leur démolition en 1971. L'île de la Cité connaît aussi de profondes transformations. Sur l'emplacement d'une grande église romane, l'évêque de Paris, Maurice de Sully, décide de l'édification d'une cathédrale dédiée à Notre-Dame. La première pierre est posée en 1163 et la construction va durer près de 2 siècles. L'édifice, de style gothique, est impressionnant. 40 mètres de large, 128 mètres de long. Notre-Dame peut alors accueillir près de 5000 fidèles, ce qui en fait l'une des plus vastes cathédrales de l'Occident médiéval. Pendant tout le XIIe siècle, Paris connaît un essor sans précédent. Mais le pouvoir royal des Capétiens reste fragile. Regardez cette carte. En violet, voici le domaine royal en 1180. Les hachures matérialisent ce que les historiens appellent les fiefs mouvants de la couronne. Et enfin en rouge, les territoires sous l'autorité d'Henri II Plantagenet, autrement dit, le roi d'Angleterre. Là, on le comprend bien, la menace anglaise est tout à fait réelle, tant sur le royaume que sur la capitale. Voilà pourquoi Philippe Auguste, le 7e roi capétien, décide de fortifier Paris. Longue de 5 km, haute de 9 mètres, percée d'une dizaine de portes, l'enceinte de Philippe Auguste compte plus de 70 tours et délimite un espace d'environ 250 hectares. Afin de mieux protéger la ville d'une attaque anglaise, Philippe Auguste fait aussi édifier la citadelle du Louvre. C'est un quadrilatère de plus de 70 mètres de côté et dont le donjon s'élève à 30 mètres de hauteur, ce qui permet de surveiller la Seine. Donc avec Philippe Auguste, Paris s'affirme militairement, économiquement, mais aussi culturellement. Au début du XIIIe siècle, l'école ecclésiastique de Notre-Dame jouit d'une grande réputation et attire des étudiants venus de l'Europe entière, mais certains professeurs, désireux de se soustraire de la tutelle de l'évêché, vont s'installer rive gauche et fonder des écoles indépendantes. Et l'une des plus célèbres sera créée ici par Robert de Sorbon et deviendra la Sorbonne. L'enseignement dispensé en latin, langue commune à l'ensemble de l'Europe, va finir par donner son nom au quartier, le quartier latin. Le rayonnement de Paris se poursuit avec l'avènement de Louis IX, plus connu sous le nom de Saint-Louis. Saint-Louis restaure la résidence royale et surtout fait édifier la Sainte-Chapelle. Commencée en 1243 et achevée en 5 ans, la Sainte-Chapelle est un joyau de l'architecture gothique et elle est construite pour abriter les plus précieuses reliques du royaume. Au lieu de la chrétienté, Paris connaît une poussée démographique sans précédent. 25 000 habitants en 1180, au début du règne de Philippe Auguste, plus de 200 000 un siècle et demi plus tard. Paris est alors la plus grande métropole d'Europe. Sauf qu'elle est 2 fois fragilisée. D'abord par un fléau, la peste noire, qui s'abat sur l'Europe et atteint Paris en 1348, faisant 80 000 victimes. Et puis d'autre part, la guerre de Cent Ans, qui oppose une fois encore la France à l'Angleterre.
Voilà, ce premier voyage dans l'histoire de Paris